Chers auditeurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à Comment survivre. Chose promise, chose due, nous continuons notre première saison et à travers l'épisode numéro 6, nous allons parler du viol, des agressions sexuelles au sein même de la famille, plus particulièrement dans le contexte africain, avec une invitée qui se nomme Estelle et qui a bien voulu partager à cœur ouvert son expérience, son vécu, ce qu'elle en retire et ce qu'elle peut faire éventuellement pour se guérir de ces blessures passées qui sont pourtant si présentes. Je ne vais pas vous perdre plus de temps et nous allons engager la discussion. Mais avant tout, je tiens à vous rappeler que vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, et que le podcast est bien entendu disponible sur toutes les plateformes usuelles, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etc. Bonsoir très cher et bienvenue à Comment survivre. Je vais te laisser te présenter, nous dire un petit peu d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie. Bonsoir, je suis Estelle. Alors je suis une Camerounaise d'origine et de nationalité. J'aurai 38 ans en janvier prochain. Je suis cadre administratif dans une société privée de la place à Yaoundé. Bonsoir Estelle, ravie de t'avoir avec nous. Je vais commencer à aborder tout simplement ta vie pour que tu nous expliques un petit peu ce dont tu veux nous parler ce soir. Comment tu as grandi avant de devenir ce cadre administratif que tu es aujourd'hui? Quelle était ta structure familiale? Alors, je suis issue d'une famille dont la structure est très commune ici chez nous, malheureusement. C'est-à-dire que je suis issue d'une famille monoparentale. J'ai été élevée par ma mère et je n'ai grandi qu'avec elle. Je dis malheureusement parce que aujourd'hui je suis mère de 2 enfants, j'ai 2 filles et je suis convaincue que chaque enfant a besoin de ses 2 parents à ses côtés. Bon, bien que ma mère ait fait vraiment de tout son mieux pour être à la fois maman et papa, je suis croyante et je pense que Dieu n'a pas fait les choses pour rien. Chaque enfant devrait avoir un père et une mère. Donc voilà, moi je suis issue d'une famille monoparentale. J'ai grandi... Mes grands-parents... Mon grand-père a eu beaucoup d'enfants. Mon grand-père a eu 17 enfants. Je suis l'une de ces rares petites filles qui a grandi, qui a passé beaucoup de temps dans la maison familiale parce que ma mère n'avait pas les moyens de s'installer toute seule à son compte. Ça fait que je suis restée dans la maison familiale très longtemps, quasiment jusqu'à mes 8 ans. Et même quand je suis partie de là, c'était pour habiter chez une tante qui était la petite sœur de ma mère. J'ai fait mon petit chemin comme j'ai pu. Ma maman malheureusement est décédée quand j'avais 20 ans. Elle a succombé à un cancer des os qui s'est généralisé. Ça n'a pas été facile, mais alors pas du tout pour moi. Mais Dieu merci, j'ai su me frayer un petit chemin et voilà, qui m'amène où je suis aujourd'hui. Alors tu sais que moi j'aime bien creuser un petit peu dans la vie des gens parce que parfois ils nous disent des choses un peu superficielles et puis moi, la petite investigatrice que je suis, je sens une brèche et donc ça me permet finalement d'étayer un peu la conversation. Tu nous as expliqué que tu vivais finalement, tu es issu d'une famille monoparentale, ce qui veut dire que ton père n'était pas présent dans ta vie. Et tu parles du fait que tu penses que ça aurait été mieux si tu avais eu finalement ton père et ta mère. Est-ce que tu peux nous dire si ton enfance avec ta mère a été heureuse? Et si elle l'a pas été, peut-être pourquoi? Est-ce que tu t'es sentie heureuse de grandir comme ça malgré le fait que tu n'avais pas ton père à tes côtés? C'est une question difficile pour moi parce que je me la suis posée moi-même plusieurs fois et je ne me permettrai pas de dire que j'ai eu une enfance malheureuse parce que ce serait une insulte vis-à-vis de ma mère qui a fait plus que ce que la moyenne ferait, ce que la moyenne fait pour ses enfants. Mais j'ai grandi dans un environnement quand même où tous mes cousins, même s'ils ne vivaient pas avec leur père, les connaissaient quand même. Moi, je connaissais pas le mien du tout. Je connaissais le nom de mon père parce que, un peu comme toi, je suis quand même une fouineuse.
Donc de temps en temps, il m'arrivait de fouiller dans les affaires de ma mère et je suis tombée sur une fois sur un document sur lequel était porté le nom de mon père. Donc je ne connaissais que son nom. Mon père, la première fois que je lui ai parlé, j'avais 20 ans. Ma mère venait de mourir. Donc pour revenir à mon enfance, je voyais tout le monde, je voyais mes cousins qui connaissaient leur père, qui de temps en temps allaient chez leur père. Je voyais mes camarades de classe qui étaient avec leurs parents, avec leur père et leur mère, et je les enviais. Ça fait que ce manque-là a eu une incidence sur ma confiance en moi. Et aussi, il y a des événements qui me sont arrivés jusqu'ici. J'estime que si j'avais eu mon père, s'il s'était occupé de moi, peut-être que les choses se seraient passées différemment. Mais vraiment, je tiens à préciser, c'est important pour moi, je tiens à préciser que j'ai eu une enfance heureuse, mais j'aurais aimé avoir mon père, j'aurais aimé au moins le connaître. J'aurais aimé le connaître, ça m'aurait fait ne pas me sentir différente des autres enfants. Je pensais vraiment, je dis les choses comme je le sens, mais ce n'est pas la faute de ma mère. On comprend bien dans tout ce que tu dis que de toutes les manières, ta mère, c'était une dame, une femme aimante qui a fait vraiment tout ce qu'elle pouvait selon ses moyens et ses capacités pour que tu sois heureuse, pour combler finalement ce déficit avec lequel tu vivais. Et moi, ce que je me demande, c'est si l'environnement dans lequel tu vivais était aussi aimant que ta maman. Parce qu'on peut avoir un parent qui, malheureusement, la vie est comme elle est. Parfois, on ne connaît pas son père ou sa mère pour X, Y, Z raison. On peut avoir un parent aimant, mais on peut avoir un environnement qui est globalement hostile. Ça arrive. Est-ce que tu estimes que l'environnement dans lequel tu étais était globalement aimant ? Mis au-delà de la responsabilité personnelle de ta mère en tant que parent, est-ce que les autres enfants, les autres tantes, oncles, etc., avec qui tu as grandi, t'ont marginalisé par rapport au fait que tu n'avais pas de papa, par exemple? Est-ce que tu penses que cet environnement-là était aimant, globalement, au-delà de ta maman? Alors, je dirais que l'environnement était aimant parfois et d'autres fois ne l'était pas. Je t'ai expliqué tout à l'heure que mon grand-père a eu beaucoup d'enfants. Et ce que je ne t'ai pas dit, c'est qu'il était polygame, il avait 2 femmes. Et ma mère, bien que n'étant pas pour les divisions, elle était proche de tous ses frères et sœurs, des 16 autres. Mais elle était quand même naturellement plus proche des enfants sortis du même ventre qu'elle. Notamment sa petite sœur chez laquelle nous sommes allés vivre quand j'avais 8 ans. C'était elle, alors c'est dans la famille, tu sais, chez nous en Afrique en général, c'est la femme qui a le mari le plus riche qui est la plus convoitée, qui est la plus puissante, et voilà, donc c'était ça. Et j'ai été, je sais pas si je vais dire maltraitée, je ne pense pas que ce soit le bon mot, peut-être un bien grand mot, ou alors je relativise trop, je ne sais pas. J'ai été marginalisée, je préfère, oui, mais c'était pas par rapport à l'absence de mon père, c'était plus parce que ma mère n'avait pas d'argent que je l'étais. Et plus petite, à un moment, je me disais, oui, mais peut-être que si elle avait un mari, il saurait s'occuper d'elle pour que les autres ne se moquent pas d'elle et par conséquent pas de ses enfants. Mais aujourd'hui, avec la vision que j'ai de la vie, la compréhension que j'ai de certaines choses, je sais que voilà, ça n'a rien à voir avec le mari, ça a juste à voir avec la personne en elle-même. Donc oui, j'ai été marginalisée, mais je ne dirais pas que c'était à cause de l'absence de mon père, c'était juste à cause de la situation financière de ma mère. Oui, je comprends mieux. Mais tu sais, je vais rebondir un peu sur ce que tu dis sur la maltraitance. Très souvent, les personnes qui sont victimes de maltraitance relativisent. Elles vont te dire, par exemple, oui, mais j'avais à manger, j'avais à boire, ou on m'envoyait à l'école. Mais bon, même si on me tapait comme plâtre, par exemple, je donne juste un exemple de maltraitance, c'était pas bien grave. Mais je pense que ça reste de la maltraitance. Quand c'est excessif, quand ça ne sert pas de, comme on dirait en anglais, de purpose, et quand ça dépasse véritablement le cadre de la discipline, de la punition pour enseigner à un enfant qui a des conséquences à ses actes, etc. Quand c'est gratuit et que c'est répétitif, très souvent c'est de la maltraitance. Donc je pense pas que tu devrais
hésiter à mettre les mots sur ce que tu as vécu parce que c'est ton vécu et tu as le droit de te raconter comme tu le souhaites. L'autre question que j'aimerais te poser, parce que tout à l'heure tu nous as expliqué que tu as rencontré ton père tard, à 20 ans. Est-ce que tu penses que tu lui feras écouter ce podcast? Ça pourrait être une thérapie pour toi comme pour lui. Alors, mon histoire avec mon père, c'est autre chose parce que je ne suis plus du tout en contact avec lui. La dernière fois que je lui ai parlé, c'était juste avant mon mariage Ah oui, parce que j'ai été mariée, je suis en instance de divorce. Donc la dernière fois que je lui ai parlé, c'était juste avant mon mariage, en juillet, je pense, je me souviens même plus de la date, juillet 2012. On n'a pas eu de bon rapport du tout. Quand j'ai connu mon père, je me suis dit, voilà, il y a un adage qui dit que quand une porte se ferme, il y a une fenêtre qui s'ouvre. J'ai dit, voilà, j'ai connu mon père, je fais la connaissance de mon père. Il va essayer de combler le vide mais c'était très difficile. Parce que c'est quelqu'un qui est arrivé dans ma vie, j'étais déjà grande. Voilà, j'ai dit 20 ans, mais c'est 22. Je me suis trompée parce que c'est une amie en commun à ma mère et lui, une fois que ma mère est décédée, qui a cherché à rentrer en contact avec lui pour l'informer du décès de ma mère et lui dire, mais voilà, tu es parti pendant trop longtemps, la petite est seule, peut-être qu'il faut que tu fasses un comeback. Bon, ça a pris le temps que ça a pris, c'est à 22 ans, j'étais enceinte de ma fille aînée, qu'il est revenu, mais ça n'a pas collé du tout parce qu'il est arrivé en se disant que voilà, il a laissé une petite fille de 2 ans ou je sais pas, et il va venir, il va contrôler sa vie comme si de rien n'était. Mais moi j'étais déjà assez têtue, je suis quand même têtue, je reconnais. J'étais assez têtue et donc ça n'a pas collé, ça n'a pas marché avec lui. Là, entre nous, ça s'est très 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 mal terminé. Je ne sais pas si je vais dire terminé, mais bon, la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était très violent, donc je ne sais pas si je lui reparlerai un jour. L'autre question que j'aimerais te poser, parce que tout à l'heure tu nous as expliqué que tu as rencontré ton père tard, à 20 ans. Est-ce que tu penses que tu lui feras écouter ce podcast? Ça pourrait être une thérapie pour toi comme pour lui. Tu sais, tu es une femme, tu as une fille, je pense que tu peux me comprendre. Les femmes vivent des choses, vivent des histoires avec leurs enfants. Aujourd'hui, je le comprends très bien et je lui en veux beaucoup. J'en veux beaucoup à mon père parce que financièrement déjà, c'est quelqu'un qui a une situation 100 fois plus aisée que celle que ma mère avait. C'est quelqu'un qui avait les moyens de s'occuper de moi, mais qui ne l'a pas fait. Donc ma mère a fait tout toute seule. Et je n'ai pas supporté le fait qu'il arrive et qu'il veuille rendre ma mère responsable de la distance qu'il a lui-même mise. Et en plus de ça, c'était vraiment le monsieur qui voulait tout contrôler. Sa femme et moi, ça ne passait pas du tout parce que elle se comportait un peu comme si j'étais celle qui était venue pour réduire la part d'héritage que son mari allait laisser à ses enfants. Donc sa femme et moi, ça n'allait, mais vraiment, vraiment pas du tout. C'est mon éducation qui a fait que elle et moi, on ne se soit jamais dit 2 mots, mais j'aurais quand même aimé lui dire ce que je pensais d'elle. Et je t'ai dit tout à l'heure que j'ai connu des périodes très, très, très difficiles. J'ai connu la famine et mon père a la situation qu'il a, il le savait, mais il n'a jamais levé le moindre doigt pour m'aider parce qu'il estimait que j'avais fait de mauvais choix dans ma vie, notamment le père de mes filles. Et donc, entre autres, voilà un peu, mais j'ai supporté un moment et un jour, je me suis levée, je me dis bon, ok, c'est bon. Et je lui ai balancé tout ce que j'avais sur le cœur. Il était très surpris parce que je suis très souriante, comme tu connais, donc on a du mal à croire que j'ai une autre face. Il a malheureusement découvert celle-là et puis voilà. Donc je ne supportais plus qu'il parle mal de ma mère et enfin j'ai mis fin à la relation, si on peut appeler ça relation que j'avais avec lui. Je comprends tout à fait ce que tu dis parce que il y a plusieurs choses que tu as soulevées dans ton récit, dans le récit de ta relation avec ton papa. D'abord, très souvent, les parents, quand ils mettent des enfants au monde, ils ont l'impression que ces enfants-là leur appartiennent. Mais moi, je pense, enfin, leur appartiennent au sens
d'objets. J'ai l'impression qu'ils objectifient un peu, je sais pas si ça se dit en français, en anglais on aurait dit objectify, to objectify something, et que ces enfants-là deviennent des objets et qu'ils ont une espèce de toute puissance, mais c'est complètement faux. Et il y a un très beau proverbe que j'ai entendu en Centrafrique qui disait qu'on met au monde un enfant, mais on met pas au monde l'âme de cet enfant. Ça veut dire que même quand tu es un parent qui est présent, qui a éduqué son enfant, à la fin, cet enfant-là va faire son propre chemin. Il va faire ses propres choix. Il va peut-être décider de ne pas appliquer à la lettre tout ce que tu lui as appris parce que certaines choses, il va les considérer peut-être comme superflues, pas utiles ou pas appropriées à sa personne, au style de vie qu'il se fait, etc. Et ce conflit très souvent qui existe entre les parents et les enfants qui se connaissent depuis la naissance, à mon avis, est encore plus amplifié quand on a un parent qui a été absent pendant très longtemps et qui veut revenir comme si de rien n'était, sans donner d'explication et qui en plus veut diriger. C'est-à-dire, c'est vraiment la recette pour tout foutre en l'air, pardonne-moi l'expression. Exactement, c'est de ça qu'il s'agit. C'est vraiment, comme tu dis, la recette pour tout foutre en l'air. Et tu vois, ça a eu des incidences sur ma vie, notamment au niveau de... J'ai dit tout à l'heure que j'ai été mariée. Bon, dans ma tête, je considère que je ne le suis plus depuis un bon moment, mais juridiquement, je le suis encore. J'ai rencontré quelqu'un avec qui je me suis mise par concours de circonstances. Une longue histoire, il faut que je te la raconte. Je sais pas comment je vais faire pour revenir. Donc j'ai rencontré par concours de circonstances, je me suis mise avec lui. J'ai eu ma première fille, mais dans ma tête, à cause de ce que j'avais vécu, il était mis alors hors de question. Ça, depuis que je suis petite, je me suis toujours dit que jamais je ne ferai d'enfants qui ne connaîtront pas leur père. Pour moi, ça c'est vraiment, mais je te dis depuis toute petite, alors ça c'est jamais, never. Je me suis toujours dit non, il faut que mes enfants connaissent leur père, il faut qu'ils aient une relation fusionnelle avec. Donc quand je me suis retrouvée enceinte, déjà la première, j'ai vu que la relation chancelait. J'aurais pu partir à ce moment-là, mais simplement parce que je ne voulais pas que ma fille se retrouve comme moi, ne pas connaître son père. Je voulais qu'elle vive des choses avec son père. Comme on dit chez nous, j'ai serré le cœur, je suis restée. Et puis ça n'a pas loupé, la deuxième est arrivée. Je suis encore restée. Si tu veux, je vivais un peu la relation que je n'ai pas eue avec mon père à travers la relation qu'elles avaient avec le leur, tu vois. J'ai idéalisé cette relation à leur place. Je suis restée parce que voilà, je pensais que c'était moi, mais bon, non, naturellement, un jour j'ai réalisé que non, et puis je suis partie. Mais tu vois, c'est entre autres l'une des incidences que l'absence de mon père a eu sur moi. Le rejet que j'ai vécu par lui, c'est voilà. Il y a eu beaucoup de répercussions sur ma vie à ce jour. Je prendrai un autre exemple, c'est que j'essaie de voir, je me rends compte que je me sens plus à l'aise avec des personnes plus âgées que moi, parce que j'ai toujours tendance à rechercher cette relation, cette affection paternelle là dans mes relations. Donc, quand je regarde, je me rends compte que voilà, donc ça a eu une incidence sur toute ma vie jusqu'aujourd'hui, en fait. C'est ça, ce que tu décris, c'est l'impact de la relation du parent avec son enfant. Et c'est pour ça que, encore une fois, je vais me référer à un de mes personnages préférés qui s'appelle Malcolm X, qui disait que la relation qu'un enfant a avec sa mère est très importante parce que la mère donne un message à l'enfant et l'enfant va donner ce message au monde. Mais je pense que sa phrase n'était pas complète. Ça s'applique aussi au papa. Et pour pousser la chose un peu plus loin, ce que tu vois tes parents faire entre eux, leur manière d'interagir dans leur couple, etc., a une incidence sur ta vie finalement, sur la manière de te percevoir, de percevoir les choses, de percevoir les relations, etc. Et ça aura forcément un impact parce que c'est ton cadre familial. Et c'est pour ça que je suis jamais d'accord avec les personnes qui disent oui, les choses qui se passent entre les parents, c'est des trucs entre les parents. Pour moi, ça c'est une astuce pour ne pas s'expliquer. Parce qu'à partir du moment où un enfant fait partie d'une famille, eh ben, il a le droit à des explications. Il a le droit à ce que certaines choses ne se passent pas. Il a le droit à ce qu'on lui explique les choses du mieux qu'on peut en fonction de son âge et de sa compréhension pour qu'il soit équilibré. Donc ce que tu dis, je le comprends
comprends tout à fait. Pour revenir un petit peu au sujet que tu as voulu aborder avec nous ce soir, qui est quand même la grande thématique et qui est très vaste, est-ce que tu peux me parler un peu plus de ta relation à toi avec tout l'entourage de ta maman? Parce que tu nous as expliqué que tu étais quand même marginalisée, pas par rapport au statut marital de ta mère, mais par rapport à sa condition financière, ce qui a toute son importance. Mais toi, quelle était ta manière d'interagir avec ces personnes? Comment tu vivais avec ces personnes? Parce que tu nous as expliqué que tu as été finalement prise un peu sous la coupe de ton grand-père et de tout son environnement, tous ses enfants, etc. Comment tu vivais avec ces personnes-là? Comment tu t'entendais? Est-ce que tu avais une personne que tu affectionnais particulièrement? C'est vrai que tu nous as parlé tout à l'heure de la petite sœur de ta maman, mais au-delà de cette personne-là, est-ce que tu avais d'autres personnes? Est-ce que tu avais des personnes que tu n'affectionnais pas du tout? Sinon, pourquoi? Et vas-y, explique-nous ta vie avec tout ce beau monde qui constituait finalement ta famille. Alors ma vie avec ma famille était... J'étais toute petite, j'étais ronde. J'étais ronde et tu sais, les enfants ronds, ils sont comme les nounours. Donc au niveau de la famille, ça se passait bien, on aimait bien me taquiner. Mais je me suis développée physiquement très vite. Très vite. J'avais 14 ans, je vois la même chose avec ma fille aînée. J'avais 14 ans, j'avais un corps de femme déjà, avec tout ce que ça comporte. Dans ma famille directe, vraiment les enfants de mon grand-père, ça se passait bien. J'ai parlé de ma tante tout à l'heure. Ma tante, j'ai eu une relation jusqu'aujourd'hui, une relation difficile avec elle, pour une raison simple, malheureusement qui ne devrait pas en être une, c'est que je lui ressemble beaucoup à ma tante. La dernière petite sœur de ma mère, donc la dernière enfant de ma grand-mère, la mère de ma mère, parce que moi j'aime bien dire que j'ai eu deux grands-mères. Donc le dernier enfant de la mère de ma mère, je lui ressemble énormément. Physiquement, le corps c'est quasiment la même chose, le visage presque pareil. D'ailleurs, quand ma mère est décédée, il y a des personnes qui venaient et qui disaient mais comment on dit que c'est sa mère qui est morte? C'est pas sa mère là-bas. Non, c'est pas sa mère, c'est sa tante. Donc, j'ai souffert de cette ressemblance-là parce que la plupart des amants de ma tante, y compris son mari, étaient... ils me dérangeaient un peu. Je cherche le mot, oui, ils me dérangeaient pour dire que ils avaient l'impression d'avoir trouvé ma tante en plus jeune et c'est un sujet avec lequel j'ai beaucoup de mal parce que c'est la première fois que j'en parle comme ça, ouvertement. Même dans ma famille, il y a des personnes qui ne savent pas. Le mari de ma tante, la petite sœur de ma mère, il a fait des avances. Est-ce que ça se dit quand c'est sur un enfant? Je ne sais pas. J'avais 16 ans. Il a essayé... excuse-moi. Donc il a essayé de me faire des avances. Je me suis confiée. Écoute, je vais donner un peu de détails. Tu sais, ma tante était avec son mari, se sont séparés. Elle a eu 2 enfants et je vivais avec elle. Donc, ses enfants voyaient leur père. Ils allaient chez leur père tous les week-ends et pendant les vacances. Alors, comme j'étais chez ma tante, j'allais avec eux. Mais moi, j'étais un peu l'indique de ma tante. Donc, j'y allais parce que il avait des copines et mon rôle, c'était de rapporter des informations à ma tante, de dire voilà, il y a telle... C'est elle qui était là aujourd'hui, c'est elle l'autre, ainsi de suite. Sauf que j'ai joué mon rôle, donc j'étais une enfant, j'ai joué mon rôle. Et un jour, je voulais sortir, j'allais me faire des tresses. Le mari de ma tante travaillait dans un grand organisme de la place, l'un des plus grands d'ailleurs, je pense. Et donc je voulais sortir, tu vas m'excuser parce que je cherche mes mots, c'est un sujet un peu difficile pour moi. Donc je sortais et il a proposé de me raccourcir le chemin. Donc je suis montée dans sa voiture. Déjà moi je venais d'une famille pauvre où la voiture c'était un luxe. En
plus, il avait une Mercedes, donc vraiment, monter dans sa voiture, monter dans une Mercedes, c'était un plaisir. Si je voulais monter dans la voiture et que mes camarades de classe me voient, qu'on sache qu'ah oui, il y a quelqu'un qui a une Mercedes dans sa famille et tout ça, tu vois. Je faisais ma petite frime. Mais ce jour-là, au lieu de me déposer là où il devait, il me dit oui, il a quelqu'un à voir, il voudrait que je l'accompagne. Après, il me dépose, ça va pas être rapide. Donc je me dis, oh, écoute, moi je suis dans la voiture, donc j'ai pas de problème, on y va. Et à Iligesono, enfin Yaoundé, ceux qui sont de Yaoundé sauront, il y avait un hôtel qu'on appelait, je crois qu'il existe toujours, hôtel Grand Moulin, à Iligesono. Donc il se gare là. Je savais pas, c'est la première fois que j'entrais dans un hôtel, je savais pas ce que c'était. Il gare à l'arrière et on entre. Et puis il y avait, je n'oublierai jamais le regard du réceptionniste. Mais c'est bien après que j'ai compris son regard. Parce que moi je savais pas où j'allais. Donc mon oncle arrive, il parle avec le réceptionniste, je reste en retrait. Et le réceptionniste, il avait les yeux sur moi. Donc c'était le regard vraiment, mais surpris, stupéfait. Sur le coup, je ne comprenais pas. Et je demande à mon oncle, mais ici c'est vous, qu'est-ce qu'on fait ici? Il me dit non, ici c'est un grand restaurant. Je dois rencontrer un de mes amis, mais comme on a des choses à se dire, il y a une salle de restaurant plus haut, je vais le voir là-bas. Donc on va aller, tu m'accompagnes. Et moi je marche, je l'accompagne, mais vraiment naïvement quoi. Donc je monte et on arrive devant une porte, il ouvre la porte et là je vois, il y avait un lit, je me souviens très bien de la configuration de la chambre. Il y avait un lit, il y avait une espèce de meuble avec une télé posée dessus, il y avait une chaise, c'était un bureau. Il y avait la télé sur la table de bureau, il y avait la chaise. Donc je n'ai pas pu traverser le pas de la porte parce que je tremblais de tout mon corps. Quand il a ouvert la porte, là j'ai compris ce qui se passait. Ma voix ne sortait pas, je n'arrivais pas à parler, je n'arrivais pas à marcher, je n'arrivais à rien faire. Donc il m'a prise par la main, il m'a fait entrer dans la chambre, il a fermé la porte. Mais il a eu peur parce qu'il a vu ma réaction et j'ai les larmes qui ont commencé à couler, je n'arrivais pas à parler. Mais à un moment, j'ai demandé, tonton, qu'est-ce qu'on fait ici? Et je pense qu'il a eu peur. Et il m'a dit, ma tante, elle était partie du Cameroun déjà, elle vivait en France. La plus grande partie de l'année, elle était en France. Donc, il s'est assis à côté du lit, il a pris ma main. Enfin, il a posé sa main sur la mienne. Il me dit, non, je voulais que tu me parles un peu plus de ta tante, que tu me dises comment elle vit, ce qu'elle fait en Europe, parce que je ne sais pas. Et là, il parle, il allume la télé. Et c'était à l'époque, la chaîne, c'était, je pense, France 2. Et voilà, il y a un film, il y a 2 personnes qui sont nues. Et là, j'étais à 2 doigts de me faire pipi dessus. Je crois qu'il a eu peur. Je tremblais vraiment. Je tremblais de tout mon corps. Il a eu peur et puis il m'a mis la main sur la tête. Je m'en souviens comme si c'était hier. Il m'a mis la main sur la tête et il a caressé mes cheveux et puis il m'a dit « Ah, ma petite, j'ai un prénom qu'on utilise à la maison, voilà. Il dit « Ah, ma petite, et est-ce que tu embrasses les hommes déjà ?» Je tremblais, je pleurais. Là, j'ai commencé à pleurer et il m'a dit « Bon, c'est bon, on y va. Je vais te déposer là où tu allais. » Je ne parlais plus. On est parti. Il m'a déposé. Il m'a donné, je crois que c'était 10 000 ou 20 000 francs, je ne sais plus. Bon, ça, c'était une fortune, mais même ça, je n'arrivais pas. J'ai gardé cette histoire pour moi, je ne l'ai dite à personne. Je l'ai racontée à mes cousins, aux enfants de ma tante et de mon oncle, de qui j'étais très proche. Je leur ai raconté. Il y a le plus petit qui m'a dit « Ah mais écoute, toi aussi quand tu viens, on est ici en week-end, tu passes le temps à mettre des mini-habits, tu es avec des mini-jupes là, qu'est-ce que tu crois ?» Donc quand il m'a dit ça m'a refroidi, j'ai plus jamais parlé. J'en ai reparlé, je crois, 3 ou 4 ans après, mais ça a fait c'était une bombe dans la famille parce que personne ne contredisait ma tante. Donc on m'a fait passer pour la plus grande pute de l'histoire, pour la plus grande salope. J'avais 16 ans, j'étais vierge. Donc tu imagines, on a fait un conseil de famille pour moi, pour dire ah oui voilà, je voulais arracher le mari de ma tante. Et je me souviens, ma mère était assise par terre, ma mère a pleuré. Oh là là, ma mère a pleuré et tout ce qu'elle me disait, c'est « Ma fille, c'est toi qui vas me mettre la honte. Comment je me suis battue pour toi? Comment c'est toi qui peux m'humilier devant toute ma famille comme ça ?» Et ça, tu vois, c'est des... c'est des trucs que je te raconte, mais c'est comme si ça arrivait ce matin, en fait. Alors d'abord, encore une fois, merci de partager ça avec nous parce que
Je sais combien ces sujets sont difficiles, combien ils sont sensibles et combien ça ravive les plaies qu'on essaye de panser et toutes les blessures, toutes les fragilités que ça génère en nous. Mais j'aimerais d'abord commencer par te rassurer. Tu dis mon oncle m'embêtait. Il t'embêtait pas, c'était du harcèlement sexuel. Ce qu'il faisait, ça s'appelle du harcèlement. Ce qui t'est arrivé, le fait que quand tu te sois retrouvé devant cette porte, etc., tu ne puisses plus rien faire, ça arrive à beaucoup de personnes qui sont victimes d'agressions sexuelles. Et pas seulement des jeunes filles de 16 ans, parce qu'à l'époque tu avais 16 ans, même des grandes personnes, des grandes dames qui sont normales, qui sont en possession de tous leurs moyens intellectuels et physiques, vont te dire, quand cette personne s'est avérée être un prédateur sexuel, parce que c'est ce que ce monsieur est, en réalité, j'ai perdu tous mes moyens. Je n'arrivais plus à bouger, je n'arrivais plus à parler. Certaines personnes vont te dire même qu'elles ont eu des trous noirs. Et en lisant beaucoup sur le sujet, parce que je me suis beaucoup documentée sur le sujet, j'avais suivi un documentaire qui était très intéressant, qui expliquait que très souvent, quand on subit un choc émotionnel très très fort, le cerveau agit pour se protéger. Et ce qu'il fait, c'est qu'en fait, il y a une partie de ta mémoire qui est coupée. C'est un trou noir. Et c'est ton corps, en fait, qui biologiquement agit comme ça pour te protéger du choc émotionnel que tu es en train de subir. Sinon, peut-être que ça pourrait te faire basculer dans la folie, la dépression profonde, etc. Donc, le fait que tu n'aies pas fait grand-chose, déjà, tu n'avais pas à être là, il n'avait pas t'emmener dans cet endroit-là, c'était pas approprié. Mais le fait que tu n'aies pas pu réagir, c'était absolument pas de ta faute. Et la troisième chose que j'ai envie de dire, très souvent, quand une femme se fait violenter, agresser sexuellement, on va lui dire oui, mais c'est parce que tu étais habillée de manière provocatrice, ça veut dire que tu l'as bien voulu, etc. Et moi, ce que j'aime bien répondre aux gens, c'est que même si une femme marche nue, avec, je sais pas moi, une culotte ou qu'elle décide de marcher nue, à poil dans la rue, si elle te dit non, c'est non. Même la prostituée, tant qu'elle n'est pas une prostituée qui est dans un réseau de proxénètes, si elle te dit non, c'est non en fait. Donc, la manière dont tu t'habilles n'a pas véritablement, n'est pas une raison valable pour t'agresser. Et je pense qu'il faut qu'on éduque, pas les filles, mais il faut qu'on éduque les garçons et qu'on leur dise en réalité que le corps d'autrui ne nous appartient pas, on n'a pas le droit de prendre possession du corps de l'autre juste parce qu'on en a envie. Je pense que c'est très important et donc voilà les trois premières choses, je pense, qui me viennent à l'esprit. Et la dernière chose, c'est que très souvent, quand la victime arrive à parler, parce que comme j'ai expliqué, c'est un choc émotionnel, ce qui se passe, c'est que personne ne la croit parce qu'on va lui dire t'avais qu'à en parler plus tôt. Mais comme j'aime bien répondre, il n'y a pas de date de péremption pour dénoncer un crime dont on a été victime. Et bizarrement, le viol ou les agressions sexuelles, etc., c'est le seul crime pour lequel on demande aux victimes d'être parfaites. Donc, je vais m'expliquer un peu. Quelqu'un qui se fait arracher son téléphone à la volée, quelqu'un qui se fait cambrioler chez lui, on va pas lui demander s'il paye ses impôts à l'heure, si il n'est pas une pute, enfin si elle n'est pas une pute ou si c'est pas un homme de mœurs légères. On va pas lui demander si il ou elle a l'habitude de mentir, etc. On va se concentrer sur le crime dont la personne a été victime, ce qui est normal parce que s'il y a crime, il doit y avoir justice. Justice, qui dit justice, dit réparation. Et très souvent, dans ce genre de cas-là, les prédateurs, surtout quand c'est dénoncé beaucoup plus tard et qu'il n'y a plus de preuves matérielles physiques, ils vont vous dire c'est une menteuse, elle le dit trop tard, et puis de toutes les manières c'est une pute, et puis de toutes les manières elle a menti pour tel truc en 1960, même si c'est quelque chose qui date d'il y a plus de 20 ans. Et si la personne malheureusement n'est pas entourée de membres de sa famille ou de son entourage qui la croient et qui la supportent, c'est un choc émotionnel terrible. En fait, c'est un crime sur un crime, quoi. Ce que j'ai envie de te demander, c'est... J'ai beaucoup de questions à te poser après tout ce que tu nous as raconté, mais tu as parlé de ta maman et tu nous as expliqué qu'elle était pas bien, qu'elle s'est mise à pleurer et qu'elle t'a dit que tu la couvrais de honte en fait avec cette révélation. Mais est-ce que à la fin, ta mère t'a cru ? Parce que je pense que c'est très important pour la guérison des personnes qui sont victimes de ce genre de choses, que leur être cher les croit. Est-ce que tu as réussi éventuellement à avoir une discussion avec ta mère à ce sujet et à lui faire comprendre que tu ne mentais pas ? Bon, alors tu sais, malheureusement chez nous,
La culture, je ne sais pas si c'est la culture qui veut que ce soit ainsi, mais il est rare de trouver des parents qui vont vers les enfants après pour une situation de ce genre. Dans mon cas, c'est un peu amusant aujourd'hui, mais ça n'était pas à l'époque. Ma mère ne m'a pas cru. Elle ne m'a pas cru et comme nous vivions chez sa sœur, je dormais avec ma mère, donc je dormais dans la même chambre que ma mère et ma petite sœur. Ma mère, j'ai fait, je pense c'était 2 mois, ma mère ne m'adressait pas la parole. J'ai une amie dont je suis très proche des parents jusqu'à ce jour, qui habitait non loin de chez ma tante. Donc en taxi, c'était un taxi 100 francs à l'époque. Et donc cette copine, ses parents la déposaient tous les matins. Ça fait que j'avais même plus d'argent de poche, ma mère ne m'en donnait plus. Je me débrouillais parfois je sortais très tôt, j'allais à pied retrouver mes copines là pour qu'on parte au lycée ensemble, on était au lycée, pour qu'on aille au lycée ensemble. Et donc ça a duré, je sais plus trop, 1 ou 2 mois, ma mère ne me parlait pas. On était dans la même chambre, mais elle ne me parlait pas, tu imagines. Et moi aussi, ça ne me dérangeait pas plus que ça, parce que je lui en voulais. Je me disais, mais comment moi qui suis sa fille, je peux lui dire quelque chose et elle ne me croit pas. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé, mais un jour, je me dis que tout le monde en avait marre un peu de la situation, c'était assez tendu. Bon, moi aussi, je sais être dure dans mes prises de décision, donc quand c'est comme ça, je dis, ok, voilà, on va rester toutes comme ça. Je ne parlais pas à ma mère, je ne parlais pas à ma tante. J'étais dans la maison comme une figurine, j'apparaissais, je ne mangeais pas parce que je m'arrangeais à ma copine. Là, on était au lycée ensemble. Quand le chauffeur de ses parents venait les chercher, je rentrais avec elle, je mangeais chez elle et c'est seulement après que je rentrais. Donc je ne mangeais plus à la maison, mais on me voyait, j'étais là, je ne parlais à personne. Donc un jour, ma tante m'appelle un soir et me dit, écoute, puisque tu t'entêtes à mentir, que tu continues à mentir, ma tante là, elle avait un ami qui est gynécologue. C'est un ami qui est gynécologue et elle me dit, voilà, je vais t'amener chez mon ami et on va te faire un test de virginité puisque tu insistes. Et je dis à ma tante, c'est même tout ce que j'attendais depuis. Donc je mets mes chaussures et on y va. Elle insiste, elle me dit, je lui dis, j'ai jamais eu de rapport avec qui que ce soit, je suis encore vierge. Et je suis allée m'habiller, je suis venue devant la porte de la maison. J'étais prête et je l'attendais, je dis non, je suis prête, on y va. Et quand elle a vu ça, je crois qu'elle a compris que je ne racontais pas d'histoire, que je disais la vérité et elle a laissé tomber. On n'en a plus jamais parlé, il n'y a pas quelqu'un qui m'a dit non, voilà, on s'excuse ou quoi que ce soit, non, rien du tout. Au contraire, ça a un peu empiré parce que mes tantes ont commencé à se méfier de moi, tu vois. Mais je te raconte cette histoire, j'étais une gamine, hein. Je crois que j'avais 16 ans. J'étais une gamine. Donc c'était entre 15 et 16 ans, mais je pense que c'était 16 ans. Et voilà, donc est-ce que tu peux imaginer, gamine de mon état, mes tantes qui sont... Il y en a une qui est décédée l'année dernière, elle avait 75 ans. Moi, je me souviens de son mari, j'ai l'impression qu'il est vieux depuis que je suis née, j'ai l'impression qu'il est vieux comme ça. Mais même elle me disait non, elle veut plus que j'aille chez elle en vacances parce que quand j'arrive là-bas, c'est pour regarder son mari. Tu imagines? Est-ce que j'ai jamais eu droit à la moindre excuse ou quoi que ce soit? Pire, ma tante dont le mari m'a amené au truc là, ils étaient séparés déjà. Son mari, il n'est pas camerounais, il est rentré dans son pays. Et une fois, il est venu au Cameroun, il est venu chez ma tante. Ma tante n'était pas là, elle était en déplacement. C'est une autre de mes tantes qui était là. Et toute la famille connaissait cette histoire. Ce monsieur a sonné et c'est à moi qu'on a demandé d'aller lui ouvrir le portail. Donc je savais même pas comment faire. J'ai ouvert le portail, mais il baissait la tête. Il a jamais osé jusqu'aujourd'hui. Je ne pense pas que je l'ai vu encore, mais bon, voilà. En gros, pour répondre à ta question, j'ai jamais eu droit à la moindre excuse, que ce soit de ma mère, que ce soit de ma tante, que ce soit de qui, personne. On n'en a plus parlé. Dès que j'ai dit, ma tante a dit, bon, ok, ça veut dire que tu dis la vérité, bon, on laisse tomber. On ne m'a jamais présenté la moindre excuse. C'est terrible et déchirant ce que tu racontes parce que les tantes, normalement, dans l'idéal de la culture africaine, c'est une extension de ta mère biologique. Et elles ont un rôle de protection
Mais j'ai plutôt l'impression que toi qui as été victime de quelque chose, tu es devenu coupable et on t'a accusé finalement d'avoir voulu séduire le mari de ta tante, alors que tu as tout simplement été agressé, parce que même s'il n'a pas été jusqu'au bout, le fait qu'il pose l'acte qu'il a posé, c'était assez odieux en fait pour constituer une agression. Donc c'est terrible comme expérience. Il nous a dit en début d'émission que tu as toujours eu l'impression que si tu avais un père, il y a certaines choses dans ta vie qui auraient été différentes et que cet événement-là aurait été géré de manière différente. Qu'est-ce que tu penses qui se serait passé si tu avais eu un père? Comment cette histoire aurait été gérée? Et est-ce que tu as eu l'occasion d'en parler avec ton papa pendant le peu de temps que tu as eu à le fréquenter? Alors, je peux me tromper, tu sais, parfois on idéalise pour des choses qu'on n'a pas, qu'on ne connaît pas. Mais je me suis toujours dit que peut-être que si j'avais mon père, tu sais, je pense que les hommes savent voir ces choses-là. Les hommes sont de nature très protectrice envers leurs filles. Et j'ai toujours pensé que si j'avais un père, il se serait occupé de moi. De ce fait, ma mère n'aurait pas eu à vivre chez sa sœur et on n'aurait pas eu à subir un certain nombre d'humiliations. Donc, en fait, c'est comme ça que je vois les choses dans ma tête. Après, rien n'exclut que j'ai pu, même si je connaissais mon père déjà à cette époque-là, il aurait pu ne pas se rendre compte. Mais bon, c'est comme un rêve d'enfant, en fait, tu vois. C'est comme un rêve d'enfant, c'est comme quand tu es orphelin, tu as perdu ton parent, chaque fois que quelque chose t'arrive, moi, il m'arrive de dire, ah, si ma mère était là, mais en vrai, même si elle était là, elle ne ferait rien, tu vois. Donc j'ai envie de dire, c'est un rêve d'enfant. Est-ce que j'en ai parlé avec mon père? Non, jamais, parce que la relation que j'ai eue avec lui, pendant le peu de temps où j'ai été en relation avec lui, c'était vraiment une relation superficielle. Ce n'était pas une relation de père-enfant, c'était pas une relation à travers laquelle je pouvais me confier à lui, pour lui dire, ah papa, j'ai tel problème. Déjà, je l'ai jamais appelé papa, parce que je n'y arrivais pas. Pour moi, c'était comme un mot que je n'avais pas le droit de prononcer, ça ne sortait, ça sonnait faux dans ma bouche. Je l'ai jamais appelé papa. Au début, je l'appelais même monsieur et ça l'a choqué. Un jour, il m'a dit non, vraiment, tu arrêtes. Et donc, quand il fallait que je l'appelle, je me souviens, quand il m'appelle, je vais pas dire allô papa, je dis allô, tu vois. Après, je parle très vite pour qu'il ait l'impression que j'ai dit ça, mais je l'ai jamais appelé papa, j'arrive pas. Ça ne sortait pas de ma bouche. Donc, c'est te dire à quel point la relation était superficielle. J'ai jamais eu à me confier à lui, à parler de mes doutes, de mes peines, jamais. Il m'a jamais laissé l'opportunité de le faire. Il n'était pas ouvert avec moi, il m'a pas laissé, il m'a pas permis de lui parler de moi. C'est dommage que tu n'aies pas pu tisser un lien avec lui, parce que peut-être que tu aurais pu lui en parler et tu aurais pu avoir sa perspective de papa, même si c'était, je suppose, trop tard, parce que l'événement s'est déjà déroulé, a déjà eu un impact sur toi, a déjà marqué ton conscient et ton subconscient. Pour revenir un peu à tes relations familiales avec ta famille maternelle, j'ai bien compris que finalement tous les adultes qui étaient supposés te protéger se sont braqués contre toi. Et tu me dis en gros que personne ne t'a cru, même si finalement ils ont compris que comme tu maintenais ta version, tu devais pas vraiment mentir, tu t'es pas laissé intimider quand on a voulu t'emmener chez des gynécologues, etc. Mais est-ce que tu n'as pas pu au moins trouver du réconfort chez une personne, même ne serait-ce qu'une personne de ta tranche d'âge, tu vois, avec qui tu entretenais une complicité et à qui tu pouvais te confier? Est-ce que tu as eu des amis peut-être à qui tu t'es confié, qui ont essayé à leur niveau peut-être de te consoler, de t'apporter du réconfort? Qu'en est-il finalement des autres personnes qui t'entouraient et qui avaient peut-être pas le même poids que ces grandes personnes qui étaient dans ta famille? Je t'ai expliqué au début que dans la plupart des familles chez nous,
C'est, comme on dit, la personne qui a l'argent qui tient le bâton de commandement. Donc, ma tante, c'était elle était la Sainte Trinité à elle toute seule dans ma famille. Bon, je suis catholique, croyante, engagée. Donc, quand je dis Sainte Trinité, c'est pas un blasphème. C'est juste une façon de dire qu'elle était la toute puissante dans la famille. Elle était surtout la personne à ne pas contrarier du tout. Et puis je n'ai tellement pas été soutenue souvent que j'ai pris l'habitude de me taire. Donc j'ai pris l'habitude de me taire, surtout que cette histoire éclate parce que je me suis confiée justement à une de mes tantes qui, elle, paix à son âme, est décédée. C'était une jeune tante avec laquelle je m'entendais très bien. C'était la fille de ma deuxième grand-mère. Et les enfants de ma deuxième grand-mère, ma tante était un peu en conflit avec les enfants de ma deuxième grand-mère parce qu'elle n'arrivait pas à asseoir son leadership, à étendre son leadership jusqu'à ce niveau-là, tu vois, jusqu'à ce lit. Et du coup, elle était un peu en conflit avec eux. Alors moi, jusqu'aujourd'hui, le fait que je m'entende très bien avec mes tantes et mes oncles, avec toute la famille, elle ne le supporte pas jusqu'aujourd'hui. Donc j'en ai toujours payé les frais. Je me suis confiée à une jeune tante, comme je disais, qui est décédée, paix à son âme. Je m'entendais très bien avec elle. D'ailleurs, quand j'étais plus petite, je disais qu'elle était ma grande sœur, je disais pas qu'elle était ma tante. Je me suis confiée à elle. C'est la seule personne à qui je me suis confiée. Mais elle était tellement choquée. Elle s'entendait avec la femme d'un de mes oncles, du même lit que ma tante. Elle s'est confiée à la femme de mon oncle, tu sais, confession entre conjoints sous l'oreiller, ça va très vite. Ma tante a dit à son mari, qui lui l'a rapporté à sa sœur. Et tu sais, quand les histoires partent de bouche en bouche comme ça, ce sont les versions qui changent. Et c'est à ce moment que ça a éclaté, que c'est devenu la Troisième Guerre mondiale. Du coup, je n'avais plus envie d'en parler. Donc j'ai tout gardé pour moi, même avec mes cousines, parce que personne ne me croyait. Ma tante, non. On n'allait pas contre elle. Quand elle a dit quelque chose, c'est ça, point barre, tout le monde s'aligne. Et les autres avaient peur. Si tu vas à l'encontre de ce qu'elle dit ou pense, elle peut te couper les vivres ou quelque chose comme ça, tu vois. Donc je n'ai plus parlé de cette histoire à qui que ce soit. Surtout que même ces enfants avec qui je m'entendais très bien, on était dans la même maison, tout le monde était convaincu. Personne ne savait même que j'étais leur cousine, on était convaincus que j'étais leur sœur. Même eux, l'aîné m'a cru, mais c'est son père, c'est sa mère, il pouvait pas, donc il ne parlait pas. Mais le deuxième, il était celui qui me disait, ah oui, mais toi tu viens chez mon père et puis tu mets tes mini, qu'est-ce que tu crois, tu vois. Donc quand tu as des gens comme ça, tu comprends que ça ne sert à rien d'en parler. La première personne avec qui j'en ai parlé, c'était, mais bien plus tard, bien après le décès de ma mère même, c'était le père de mes filles aujourd'hui. Donc il est l'une des premières personnes après à qui j'ai raconté toute l'histoire, qui savait tout ce que j'ai subi, parce que ce que j'ai oublié de te dire, c'est que le mari de ma tante là, il n'était pas le seul. Il y en a une autre. Lui, c'était pas son mari, c'était son copain. Et quand j'étais au collège, lui, j'étais même plus jeune encore parce que j'étais en quatrième. Et en quatrième, je suis allée très vite à l'école parce que je sautais les classes. En quatrième, je pense que j'avais 14 ans, 13 ou 14 ans, je sais plus. J'allais à son bureau. Son bureau n'était pas loin de mon collège, du collège. J'étais au collège de la retraite. Son bureau n'était pas loin. Donc j'allais à son bureau, des fois le voir. Et tu sais, les enfants, oui, quand tu vas aller voir tonton, il va te donner de l'argent, il va te faire manger à midi. Et je suis allée à son bureau. Je m'entendais plutôt bien avec lui. J'étais contente, surtout que pour aller à son bureau, il y avait un ascenseur. Donc moi, l'ascenseur, c'était, voilà, tu vois, les délires d'enfant. Donc une fois, je suis allée et son bureau était très haut. Dans un grand bâtiment, un immeuble ministériel très haut. Et donc j'aimais bien me placer à la fenêtre pour regarder. Mais comme j'étais petite, donc une fois, il me dit, ah, tu veux voir? Il m'a prise, tu vois, quand on prend un enfant sous les aisselles, tu essaies de le porter un peu. Sauf que lui, il est sous les aisselles et puis il s'est mis à... Oh. Bon, il avait les mains un peu baladeuses et
il avait un peu les mains baladeuses. Et après, comment je suis formée depuis toujours, on dit chez nous que le bassin un peu développé quand même depuis toute petite. Donc après, il a tiré ma tenue un peu, arrange ta tenue. Donc en le faisant, il me caressait un peu. On s'était au-dessus de la tenue. J'étais une enfant, mais j'ai senti que ce n'était pas normal. Donc lui aussi, j'ai arrêté d'aller à son bureau. Mais j'avais tellement peur, j'avais peur de raconter. Je me disais, mais si je dis, on va me dire, mais pourquoi tu es allé à son bureau, tu vois. Donc c'est des choses que j'ai jamais racontées. Vraiment, comme je te dis, la première personne à qui j'ai raconté, à qui je me suis confiée entièrement, c'était le père de mes filles. J'ai pas trouvé quelqu'un qui pouvait me comprendre à l'époque. J'avais peur, j'avais peur qu'on me juge, j'avais peur de me faire engueuler, je craignais et voilà. Donc j'ai gardé tout ça sur moi, pour moi, et ça ne m'a pas fait du bien par la suite parce que jusqu'à aujourd'hui, je garde des séquelles, tu vois. Combien d'années après? C'est des histoires qui datent de plus de 20 ans. Oui, dans les 25 ans par là. Mais j'ai entre 20 et 25 ans, mais j'ai toujours autant de mal à en parler. J'ai du mal à en parler et ça a des répercussions même sur ma relation avec mes filles. Et voilà. Oui, je comprends bien, mais je comprends tout ce que tu dis. Mais c'est assez marrant, en fait, parce que moi, en fait, quand je te pose la question, je me dis, OK, les gens ont le droit d'avoir peur de ne pas vouloir contredire ta tante parce qu'on comprend bien qu'il y a des intérêts en jeu. Mais il aurait au moins pu avoir une personne qui te dise, écoute, je peux rien faire, j'ai pas le pouvoir, mais sache que je te crois. Tu peux me parler. Et malheureusement, il n'y a pas eu ça. Et c'est vraiment dommage parce que ça aurait pu quand même te soulager un peu, même si je pense que ça aurait pas régler le problème en profondeur, mais je pense que ça t'aurait apaisé le cœur. Quelles sont tes relations aujourd'hui avec toutes ces personnes? C'est ce que j'aimerais comprendre parce que tu es quand même devenue une femme accomplie, tu fais des belles choses, tu as 2 magnifiques filles, enfin, tu as une vie qui est assez stable. Je pense que beaucoup de personnes aimeraient bien avoir. C'est un peu une revanche. Du coup, qu'est-ce que ces personnes te disent aujourd'hui? Comment elles agissent avec toi aujourd'hui? Je ne parle pas juste de ta tante dont le mari a essayé d'abuser de toi, mais je parle aussi de toutes ces personnes-là finalement qui te sont tombées dessus, qui t'ont pas soutenu, etc. Comment elles interagissent avec toi aujourd'hui? Ça me fait rire parce que je connais quelqu'un qui, si t'entendais, éclaterait de rire et te dirait que cette fille, vraiment, je sais pas comment son cœur est. Je ne sais pas, j'ai envie de dire malheureusement pour moi, je n'ai pas gardé sur mon cœur. J'ai la souffrance aidant parce que j'ai connu des périodes difficiles, alors très difficiles. J'ai tellement souffert que même pour détester quelqu'un, il faut la force. Même cette force-là, je ne l'avais plus. Donc j'ai laissé tomber. Je t'ai dit, moi je suis une croyante. Voilà, ma foi, c'est la première chose dans ma vie. Et à un moment, je me suis dit, bon, écoute, vraiment, je remets tout entre les mains de Dieu, qu'il fasse comme il veut. Je n'en veux à personne. Parfois même, il m'arrive de me dire que bon, tout ce qui m'est arrivé m'a endurci et m'a donné la force et la rage de vouloir aller toujours plus loin. J'ai mon sourire qui est ma marque de fabrique que j'arbore toujours. Parce que ces histoires-là, même quand elles arrivaient, le seul truc, c'est que j'avais des cernes. J'ai rencontré quelqu'un qui me les a nettoyées. J'avais des cernes parce que je pleurais beaucoup. Presque tous les soirs, je pleurais beaucoup. Mais le matin, voilà, je me remettais à sourire et très peu de personnes savaient ce que j'endurais ou ce que j'avais enduré. Donc je n'ai pas eu la force de garder rancune. Aujourd'hui, j'ai des relations, je ne sais pas si je vais dire saines ou cordiales avec ces personnes, avec toutes ces personnes. Il y en a quelques qui sont décédés, mais pour le reste, bon, c'est voilà, bonjour, comment tu vas, on sourit. Quand je peux aider quelqu'un, je me dis, bon, je ne lésigne pas, que ce soit ma tante ou bien tous les autres, quand je peux aider, j'aide. On a de bons rapports compte tenu de ce qui s'est passé, je vais dire ça comme ça. Je suis méfiante aujourd'hui, ça fait que même avec mes enfants,
Alors mes filles, Dieu merci, leur père sait. Il n'est pas question que mes filles aillent chez quelqu'un, un oncle ou quoi, que ce soit de mon côté ou du côté de leur père, j'ai toujours peur. Donc quand il y a, pour peu que ce soit sexe masculin à côté de mes filles, surtout la plus grande, parce que c'est à son âge là que je vivais toutes ces conneries, je ne supporte pas, jamais. Et leur père sait que ça ne va pas. Donc vraiment, si tu veux me chercher des histoires, tu commences par là. Donc je bloque là-dessus avec mes filles. Il n'est pas question les histoires d'oncle ou quoi que ce soit avec elles là. Je ne veux pas en entendre parler. À part ça, voilà, bon. Ça va, on a de bons rapports. C'est ma famille. Et on dit c'est la famille, c'est comme la bosse sur le dos du chameau. Il ne peut pas l'enlever, sinon ce serait fait depuis longtemps. Je vis avec eux. Je n'oublie pas ce qui s'est passé. Eux, parfois, ils ont tendance à oublier parce qu'à un moment, il y en a certains qui voulaient afficher des caractères un peu exigeants envers moi. Il a fallu qu'une ou deux fois, je leur rappelle que c'est pas parce que je ris que j'oublie, je n'ai rien oublié. J'ai juste choisi de mettre ça derrière moi pour continuer à avancer, mais je n'ai pas oublié. Donc, oui, je vais me répéter en disant que j'ai de bons rapports avec eux compte tenu de ce qui s'est passé. Mais c'est vraiment des rapports limités, c'est des rapports. J'ai pas un oncle que je vais appeler pour me confier. Ah oui, il y en a bien un de ma deuxième grand-mère. Mais lui, il était plus au Cameroun quand tout ça est arrivé. Il était parti, il était en Europe déjà. Lui aussi, je m'entendais très bien avec lui quand j'étais petite. Bon, lui, il était parti, lui aussi, il avait ses batailles. Il fallait qu'il se cherche. Et je crois qu'aujourd'hui, il est l'une des 3 ou 4 personnes avec qui j'ai de très bons rapports dans ma famille, les personnes à qui je me confie, les personnes à qui je parle de mes projets. Et voilà, sinon le reste, c'est pas des oncles que je vais appeler pour dire ah oui voilà j'ai tel ou tel problème, est-ce que tu peux me donner un conseil? Vraiment on se limite à l'essentiel. Mais bien voilé. En public tu ne sauras jamais si on ne te dit pas, et même eux-mêmes avec moi on n'en a jamais plus parlé. C'est fini, c'est mort, mais moi je garde ça en tête. C'est assez marrant en fait, parce que ce que je retiens de ce que tu dis, c'est qu'en général, les gens qui font du mal aux autres, ils oublient plus facilement que la personne à qui ils ont fait du mal. Et ils ont vraiment cette capacité très souvent à vouloir faire comme si rien ne s'était passé, quoi. C'est à se demander s'ils se rendent même compte qu'ils ont fait du mal, pour pouvoir être frappé d'une amnésie aussi profonde. Mais je pense que c'est tout à ton honneur de gérer les choses comme ça, tant que ça te permet d'être en harmonie avec toi-même et surtout d'avancer dans ta vie. Est-ce que tu as raconté à tes filles ce qui t'est arrivé? Non, malheureusement, j'ai pas raconté. Je ne sais pas si je le ferai parce que je suis un peu... Je bavarde beaucoup, mais de ce côté-là, je suis un peu vieux jeu. Je n'arrive pas... J'ai peur que ça les effraie, qu'elles ne vivent plus leur vie pleinement, qu'elles aient peur de tout et de rien. J'ai peur que ça les effraie, et aussi les enfants vivent et savent ce que nous ressentons. Et pour utiliser une expression qui est purement camerounaise, ils savent acheter les problèmes à la place des parents. Tu vas trouver un parent qui a un problème avec son frère ou sa sœur, ils vont gérer leurs problèmes là pendant des années calmement. Mais dès que l'enfant sait que tonton tel a dit ci ou fait ça à papa ou à maman, ça devient son problème. Donc je voudrais qu'elles vivent leur vie, et j'ai pas envie de les effrayer, et je me dis que peut-être qu'elles ne verront plus maman aussi forte qu'elles pensent que je le suis. J'ai peur de leur réaction. Je leur en ai jamais parlé, et c'est pas demain la veille que je le ferai, parce que j'ai peur de leur réaction et des répercussions que ça peut avoir sur elles. Tu sais, je comprends ce que tu dis, je comprends tout à fait, mais si je peux me permettre, la dernière fois, j'avais mon petit-neveu et on parlait. Et il m'a dit, tu sais, Tata, on n'a pas le droit de toucher le corps des autres. Et il a que 5 ans.
Et je lui ai dit, oui, c'est vrai, tu as tout à fait raison, on n'a pas le droit de toucher le corps des autres n'importe comment, mais qui t'a appris ça? Et il m'a dit, j'ai appris ça à l'école, la maîtresse, elle nous a dit, on n'a pas le droit de toucher le corps des autres sans leur autorisation. Et je pense que si lui, qui n'a que 5 ans, en fait, a bien intégré ça et arrive à vivre sa vie normalement, je pense que tes filles qui sont à un âge bien plus avancé et qui comprennent les choses pourraient comprendre et pourraient vivre leur vie et se dissocier en fait de ton histoire. Mais elles pourraient se dissocier de cette histoire tout en s'en inspirant, parce que ça leur permettra peut-être d'être un peu moins naïves, parce que ça leur permettra peut-être, si ça leur arrive, de savoir quoi faire, de savoir qu'elles peuvent venir vers toi, te parler, de savoir que tu vas les croire, de savoir que tu vas les soutenir. Je sais pas si le fait de ne pas en parler du tout, ça fait que elles vivront dans un environnement où il n'y a pas de pervers en fait qui ont des penchants pédophiles, parce que malheureusement c'est une problématique qui existe partout dans le monde, dans toutes les couches de la société. Ça peut être un membre de ta famille, comme ça peut être un professeur d'école, comme ça peut être... Il y a tellement de personnes mal intentionnées que nos enfants rencontrent tous les jours, que je pense qu'il faudrait peut-être pas, si tu te sens pas prête à leur raconter ton histoire, mais il faudrait peut-être les informer de ces problématiques-là et les rassurer du fait que si elles ont besoin de venir vers toi, eh ben elles pourront. Parce que je pense que quand ce genre de choses arrive, vraiment, c'est les premières réactions de nos proches qui définissent si on arrive à s'en sortir ou pas. Si les proches réagissent pas bien, s'ils gèrent pas bien, très souvent, ça laisse des séquelles indélébiles. Ah oui, non, à ce niveau, j'en parle. Je ne leur parle pas de mon histoire à moi, mais je les mets en garde contre ce genre de réaction, et j'essaie de cultiver avec elles une relation de confiance qui est telle que je les encourage à me parler, qu'elles n'aient pas peur, quel que soit ce qu'elles ont à me dire, qu'elles se sentent libres de me le dire de jour comme de nuit. Et jusqu'ici, je pense que ça va quand même. La grande a un peu de mal, des problèmes, oui, quand ce sont les problèmes, elle en parle avec moi, mais je crois que les histoires de sentiments et tout ça, là, elle a du mal, et moi-même, vraiment, je ne sais pas si je supporterai. Si je supporterai, mais elle s'entend très bien avec une de ses tantes, avec 2 de ses tantes. Elle s'entend bien avec ma petite sœur, elle s'entend très bien avec la petite sœur de son père à qui elle se confie. Et donc il y a des choses qu'elle me dit, il y en a d'autres qu'elle dit à sa tante. Et moi aussi, je me suis arrangée à garder une bonne relation avec sa tante. Quand je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici, j'appelle sa tante, je lui dis, bon, ta fille là, tu regardes, voilà, il y a ci, j'espère que ça va. Et donc avec sa tante, on essaie de jouer le rôle on se partage la copine. Un coup c'est moi, un coup c'est sa tante. Donc pour certains sujets, c'est moi, d'autres c'est sa tante. Voilà un peu comment on fait, mais vraiment je les mets en garde. Je leur ai parlé de ces histoires sans toutefois leur dire que ça m'est arrivé à moi. Et vraiment, je les mets en garde et je les encourage à me parler, qu'elles n'aient pas peur du tout, quel que soit ce qu'il y a, qu'elles pensent que c'est bon ou mauvais, qu'elles ont envie de me le dire, de partager avec moi. C'est une bonne chose alors, c'est une très bonne chose, parce que je pense que l'important c'est de privilégier la communication, parce que je vais pas te mentir que quand mon petit neveu de 5 ans m'a dit ça, j'ai pris une claque dans la tête, parce que je me suis dit mais c'est pas possible, à 5 ans, j'ai pas souvenir que qui que ce soit m'ait dit une chose pareille. Donc je me suis dit mais ce petit, il est plus intelligent que moi, il est plus éveillé déjà à 5 ans. Mais tu vois, ce sont des histoires comme celle de ce petit qui m'ont encouragée à intervenir, à répondre favorablement à ton invitation à intervenir, parce que ici, c'est même normal. Tu vois, il y a des histoires comme celles que j'ai vécues. Il y en a qui les vivent
même dans les familles, et puis malheureusement pour eux, ça va plus loin. Il y a des petites filles dont on abuse dans les familles pendant des années durant, mais elles ne peuvent pas en parler. Elles n'ont personne à qui se confier parce que c'est interdit, c'est tabou. À partir du moment où c'est un oncle qui le fait, si c'est un oncle qui a l'argent, si c'est l'oncle qui fait manger tes parents, tu fermes ta gueule et tu considères que... je ne dis pas tu fermes ta gueule parce que c'est des enfants. Tu te tais et on te fait croire, on ne te laisse même pas te plaindre parce que parfois les parents le savent. Ça, c'est la vérité. Il y a des parents qui savent, mais qui pensent que c'est c'est un peu la contribution des enfants dans leur charge, leur lot quotidien. Je sais même pas comment on peut appeler ça. Donc aujourd'hui, moi, j'ai des filles, j'ai des amis, j'ai même commencé à en parler. Une fois, je me suis ouvert à des copines, sans trop rentrer dans les détails, parce que j'ai des copines de lycée qui ont toutes au moins une fille et je leur ai dit, vous savez, il faut faire attention parce qu'avec les filles, les histoires dans la famille, tu vas dire, oui, c'est mon frère, c'est mon cousin, c'est ma soeur, c'est mon beau-frère, il faut faire attention parce qu'on ne sait jamais. Les gens qui le font n'ont pas une inscription sur le front. Il faut faire attention. Donc moi, vraiment, en participant à ce podcast, je voudrais, c'est une mise en garde envers tous les parents. Faites attention. Et puis ça n'arrive pas qu'aux filles. Maintenant, le monde étant ce qu'il est devenu, même les petits garçons, il faut vraiment qu'on fasse attention, qu'on redouble de vigilance, qu'on apprenne à observer nos enfants, à voir quand ça ne va pas, qu'on apprenne à leur parler et qu'on les encourage à nous parler également. Qu'on apprenne aussi à les écouter parce qu'il y a des parents à qui les enfants parlent mais qui n'écoutent pas. Donc c'est une oreille inattentive, machin, mais les enfants ont besoin de parler, ils ont besoin de se confier. Parfois c'est un peu saoulant, c'est un peu fatigant, je sais, quand tu rentres et que si tu as un enfant comme ma dernière là, qui va te raconter toute sa journée dans tous les détails. C'est un peu fatigant, mais c'est aussi ça, être parent, c'est important. C'est très important même. C'est à partir de ça qu'on pourra protéger nos enfants, qu'on apprend à les connaître, qu'on les prépare même à la vie d'adulte un peu, je dirais. Je pense qu'on est en train d'arriver vers la fin de notre entretien, mais j'ai 2 dernières petites questions que j'ai envie de te poser. Est-ce que, au-delà du père de tes enfants à qui tu t'es confié, tu as essayé de suivre une thérapie par rapport à ce qui t'est arrivé? Je sais que très souvent, les Africains vont te dire que, enfin, pas tous les Africains, mais surtout ceux de l'ancienne génération, et je pense que beaucoup d'entre eux, malheureusement, ne comprennent pas très bien les mécanismes d'une dépression. Ils vont te dire que quelqu'un qui rigole tout le temps, c'est quelqu'un qui peut pas être dépressif alors que ça n'a rien à voir, que finalement, quand tu n'as pas eu de blessure physique, c'est pas bien grave, eux, ils ont vécu pire, ou il y a d'autres qui vivent pire et qui s'en sortent, sans prendre en considération l'individualité des gens et le fait que certaines personnes sont psychologiquement plus fragiles et donc plus affectées. Même si au quotidien, ça ne se voit pas, parce que tu l'as dit toi-même, ton sourire, c'est ta marque de fabrique. Mais c'est pas parce que c'est ta marque de fabrique que tu ne trimbales pas ce traumatisme avec toi au quotidien. Est-ce que tu as essayé de te diriger vers un professionnel? De nos jours, j'entends beaucoup parler des psychologues ou des psychiatres qui sont vraiment formés pour parler de ce genre de sujet avec des personnes d'origine africaine et qui sont eux-mêmes d'origine africaine parce qu'ils comprennent mieux l'aspect culturel qui est lié à ces problèmes-là et sont plus à même de te donner des outils qui te permettraient de gérer ça. Est-ce que tu as essayé de te renseigner? Est-ce que tu as essayé d'aller vers ça? J'ai essayé, mais je n'ai pas eu de contact. Tu l'as dit au début de ta question, c'est pas des spécialisations qui sont courantes ici. Donc, tu as plus de facilité à rencontrer un gynécologue, un dermatologue, un cardiologue. Mais voir un psychologue, moi qui connais quand même pas mal de monde, personnellement, je n'en connais même pas. Je n'en connais pas. J'ai cherché. Bon, après, j'ai vécu un traumatisme parce que une fois, je me suis fait agresser et là, mon agresseur a abusé sexuellement de moi. J'ai un ami médecin que j'ai appelé, mais lui, tout ce qu'il a fait, il m'avait fait une prescription
comment on appelle ça, antirétroviraux en urgence, quelque chose comme ça. Donc j'ai pris des produits en attendant de faire mon test. Bon, quand le test était négatif, j'ai arrêté. Mais même lui, même qui était médecin, ne m'a jamais orienté vers un psychologue. Pourtant, c'était un bon ami, c'est te dire. Donc ce n'est pas une spécialisation qui est vulgaire ici. Il y a des périodes où je pense, parce que c'est des trucs, même aujourd'hui je souffre de ces histoires-là. Il y a des périodes où ça me prend, je me lève, je me retrouve à pleurer toute seule. Jusqu'à il n'y a pas longtemps encore, ça m'est arrivé. Je me retrouve à pleurer toute seule en pensant à ces histoires-là. Et à ces moments-là, je me dis, ah oui, peut-être il faut que je consulte. Mais comme je ne connais pas, après ça passe, je me dis, bon, comme c'est passé, ça va. Ça, c'est mauvais. C'est une mauvaise attitude. Je crois que dès demain, peut-être je vais vraiment chercher à rencontrer quelqu'un parce que même le simple fait d'en parler avec toi comme ça me fait beaucoup de bien. Ça me fait un bien fou d'en parler. Il y a quelqu'un d'autre avec qui je parle, c'est mon compagnon actuel qui a l'histoire de ma vie alors sur le bout des doigts. Lui aussi, j'en parle avec lui, mais je sais qu'il a du mal. Ce sont des histoires qui le peinent beaucoup. Il a beaucoup de mal pour moi et parfois j'ai envie de lui dire mais écoute, c'est déjà passé, je n'en souffre plus autant. C'est d'ailleurs la seule, à part toi avec qui je parle aujourd'hui, il est la seule personne avec qui je continue à en parler de temps en temps. Parfois quand je vais mal, j'essaie de parler avec lui, après ça passe. Mais je crois vraiment que je vais tout faire pour essayer de rencontrer un professionnel. Tu sais, même quand on a l'impression que ces troubles-là sont passés, ils ne sont pas vraiment tant qu'on n'a pas réussi finalement à véritablement faire la paix. Je ne sais pas si on peut vraiment faire la paix, mais à véritablement les confronter et à essayer de se soigner en fait. Tu vois, c'est un peu comme un rhume ou une grippe. Si tu la soignes pas bien, tu as toujours un fond de rhume, tu as toujours un fond de fièvre, etc. Les événements qui sont traumatisants psychologiquement, c'est pareil. Il faut se soigner. Et c'est pour ça qu'il faut consulter. Et c'est pour ça que j'ai jamais été d'accord avec les Africains qui vont te dire que c'est un truc de blanc d'aller chez les psychologues et chez les psychiatres. Parce que les Africains aussi, finalement, sont des êtres humains qui ont des sentiments, qui ont des émotions, etc. Et dire ça, c'est un peu comme si on était de simples objets. Tu n'es pas une chaise ou une table, tu es un être humain. Tu as vécu un événement traumatique qui te poursuit jusqu'aujourd'hui et il faut que tu puisses te soigner. Et il y a des professionnels qui sont là pour ça, pour t'aider à te soigner. Et même si les proches, comme tu le dis si bien, compatissent pour nous, ils peuvent pas nous donner ces outils-là parce que ce sont pas des professionnels et surtout, ils n'ont pas la distance nécessaire par rapport à ce que l'on a vécu. Et ils se sentent très souvent impuissants. Et comme ils se sentent impuissants, on leur en parle, ça peut nous faire du bien 5-10 minutes, mais c'est pas sur le long terme. Oui, c'est vrai, je reconnais que si j'avais vraiment vu un professionnel, peut-être qu'à ce jour, ce serait pas oublié, parce qu'on n'oublie pas ce genre de choses, mais je gérerais mieux, tu vois. Comme tu l'as dit, on tend vers la fin, mais tu remarqueras que pendant tout l'entretien, il y a des mots que je peux pas utiliser. Je peux pas raconter l'histoire dans les détails parce que j'ai l'impression qu'en le faisant, je la revis. C'est un peu dur. Donc ça, déjà, c'est la preuve que même si ça fait semblant d'aller à l'extérieur, il y a toujours des endroits, des parties blessées. Pour essayer de les soigner, il faut que je rencontre un professionnel et je vais m'atteler à le faire, ça c'est sûr. Merci beaucoup Estelle d'avoir participé, de t'être livrée, de nous avoir raconté ce que tu pouvais nous raconter. Rien que ça, je pense que c'est déjà largement suffisant et que ça va servir à beaucoup de personnes, des parents, les personnes qui ont été victimes, peut-être les jeunes filles qui se posent des questions, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu veux partager avec nous ce soir avant qu'on clôture ? Alors tu sais, toi et moi, on pourrait parler pendant une semaine sans s'arrêter, mais on va avoir pitié des oreilles de ceux qui nous écoutent. Même si c'est pas l'envie de continuer qui manque,
Je pense que tout a été dit dans l'ensemble, mais moi je tiens vraiment à t'encourager dans ce que tu fais parce que je ne sais pas si tu imagines toi-même à quel point ça fait du bien d'écouter, ça fait du bien de parler. Parfois on a simplement besoin de parler, on a des situations qui nous arrivent, on se dit ah c'est la fin du monde, mais d'entendre que quelqu'un d'autre a vécu la même chose et qu'il a survécu, qu'il a continué sa vie, voilà, ça redonne la force, ça donne l'envie d'aller de l'avant, de continuer. La vie elle est difficile mais au final elle est belle, elle mérite d'être vécue. Donc moi je t'encourage à continuer. Je te remercie sincèrement parce que c'est une thérapie pour moi de m'avoir fait participer, de m'avoir laissé te raconter mon histoire aux auditeurs qui nous écoutent. Par anticipation, je te souhaite de passer d'agréables fêtes de fin d'année. Je t'entends très bientôt. Merci encore ma chère, je te souhaite beaucoup de courage et je voulais te dire pour ce que ça vaut que tu n'as vraiment pas à rougir de ce que tu es devenu parce que je pense que tu t'en sors plutôt bien malgré tout ce que tu as vécu et je suis persuadée que tu sauras chercher les outils dont tu as besoin pour aller mieux, pour être encore une meilleure version de ce que tu es déjà. Les auditeurs le savent pas, mais Estelle c'est pas seulement quelqu'un d'intelligent, c'est une belle dame en plus, vous voyez, donc elle a vraiment tout pour elle et je suis sûre qu'elle sera une belle dame accomplie et stable psychologiquement parce qu'elle cherchera les outils dont elle a besoin. Merci encore, très bonne fête de fin d'année à ta famille également et à très bientôt j'espère Estelle. Chers auditeurs, je vous remercie d'avoir bien voulu passer du temps avec nous, d'avoir écouté l'épisode jusqu'à sa fin et j'espère, comme d'habitude, qu'il vous servira de tremplin pour vous poser des questions, pour poser des questions autour de vous, pour susciter la réflexion, etc. Je vous rappelle encore une fois que le podcast est disponible sur toutes les plateformes que j'ai citées en début d'émission et que vous pouvez bien entendu nous envoyer des inbox et des messages e-mail sur notre adresse email afin de participer vous aussi au podcast. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de très bonnes fêtes.